et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour votre quotidien appel sur le continent. Comme vous le savez d'habitude, ce programme analyse une thématique centrale d'actualité pour permettre aux différents intervenants, vous à la maison notamment, de pouvoir participer en direct à l'émission et surtout de décortiquer d'une thématique d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui fait rage du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien évidemment du coup d'État en Guinée-Bissau et de la thématique centrale qui est de savoir Afrique de l'Ouest, est-ce que les coups d'État aujourd'hui sont-ils devenus la norme au sein de la CEDEAO? En effet, en Guinée-Bissau, quelques heures après que des tirs aient été entendus, mais le mercredi 26 novembre 2025, en milieu de journée près du palais présidentiel, un groupe d'officiers nommé le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre dit avoir pris le contrôle total du pays pour une période de transition et avoir fermé les différentes frontières. Le président Omaro Sissoko Embalo a confirmé avoir été arrêté et renversé. Une prise de pouvoir qui intervient à la veille des résultats des élections présidentielles et législatives organisées le 23 novembre dernier. Dans une déclaration lue au siège de l'état-major des forces armées par le général Denis Kana, chef de la maison militaire de la présidence, les militaires annoncent deux mesures. La suspension du processus électoral qui avait été organisé, ce qui avait impliqué en effet l'annulation des résultats de la présidentielle et des législatives, et la suppression de facto des programmes dans les médias. Le général a justifié cet acte pour garantir la sécurité au niveau national et a également rétablir l'ordre, évoquant ainsi la découverte par les renseignements généraux d'un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue. Les renseignements généraux ont confirmé l'introduction d'armes dans le pays pour changer l'ordre constitutionnel. Selon les officiers, l'exercice du pouvoir du commandement commence à partir du jour où ils ont pris les rênes du pays. Ils appellent également la population au calme. Ils ont appelé également la population au calme et ont annoncé la fermeture des frontières selon plusieurs médias. En effet, l'Afrique de l'Ouest en particulier fait état de plusieurs coups d'État. La Guinée-Bissau, quant à elle, elle seule compte en elle quatre coups d'État, quatre tentatives de coups d'État, mais ce ne sont pas uniquement les tentatives qu'il y a eu de ce côté-là. Le Burkina Faso a connu deux coups d'État, le Mali également et le Niger. Aujourd'hui, nous posons la question sur la table. Les coups d'État sont-ils devenus aujourd'hui la norme au sein de la CEDEAO? C'est la question principale. Et pour parler de cette thématique aujourd'hui, nous allons recevoir un habitué, un confrère de la chaîne, M. Boukari Ouedraogo, avec qui nous allons discuter de cette thématique ô combien sensible. Alors, M. Boukari Ouedraogo, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine une fois de plus. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. Bonsoir également à M. Jérôme Bidjan pour l'invitation. Nos salutations également à l'endroit de la cabine technique et qui nous permet par le génie technique de, de nous exprimer régulièrement. Alors, Monsieur Boukari Ouedraogo, la nouvelle était tombée le 26 novembre 2025. En effet, la Guinée-Bissau a été le théâtre d'un coup d'État qui est encore apparu du côté de l'Afrique de l'Ouest, un énième coup d'État aujourd'hui qui nous pousse à nous poser la question centrale, est-ce qu'aujourd'hui les coups d'État sont devenus une norme de ce côté-là quand on rappelle que depuis les années 2020, l'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs coups d'État, notamment du côté de la Guinée-Conakry, du côté du Burkina Faso qui en a connu deux, et aussi du côté du Mali et du Niger. Aujourd'hui, les inquiétudes ne font que monter vis-à-vis des pays voisins quant à l'avenir politique de cela. Est-ce qu'aujourd'hui déjà on va essayer de planter le décor? Comment avez-vous pris la nouvelle qui a éclaté du côté de la Guinée-Bissau en ce qui concerne le coup d'État qui a écarté le président Mbalo Sissoko? Je remercie une fois de plus pour la question. Et il faut le dire, euh, on va aller un peu en arrière dans l'histoire et puis essayer
planter un peu le contexte historique. Comment est-ce que les coups d'État ont débuté et jusqu'à ce que nous retrouvons avec tant de coups d'État qui sont aujourd'hui plus que les élections qui se déroulent dans nos pays. Et donc, il faut dire qu'après les indépendances, nous allons citer quelques coups d'État qui font partie des premiers. C'est le cas de Sylvanus Olympio au Togo, qui a été renversé. Et donc, nous avons également le cas de Maurice Yamoyogo au Burkina Faso en 1966. Il faut dire que Sylvanus Olympio, c'était en 63. Et donc, et nous allons essayer, au-delà de tous ces deux coups d'État, plusieurs coups d'État nous ont permis de comprendre. Sinon, essayer de voir d'abord les motifs qui ont engendré, sinon qui sont à la base voilà, de ces coups d'État. Il faut dire que, à quelque part, ces coups d'État, il est dit que souvent, voilà, les dirigeants sont accusés voilà, de ne pas pouvoir répondre aux besoins, de ne pas pouvoir réussir à améliorer les conditions de vie de la population. Et donc, c'est la difficulté qui engendre donc des soulèvements populaires. Et donc, pour le cas du Burkina Faso, hein, voilà, qui a été, en tout cas, à un moment donné, récupéré par les militaires parce que les syndicats se sont révoltés, la population a soutenu les étudiants, les élèves et tout ça. Et donc, ce coup d'État a été considéré comme, à quelque part, comme un soulèvement populaire. Et donc, l'armée est considérée comme celle-là même qui a intervenu pour sauver une situation. Et quand on regarde pour le cas de Sylvanus Olympio, voilà, beaucoup de raisons ont été évoquées. Mais le cas le plus connu, c'est que Sylvanus Olympio voulait quitter la monnaie CFA pour une monnaie nationale libre. Donc, il aspirait à un Togo souverain économiquement en essayant d'échapper au système colonial qui est le franc CFA à quelque part sur le plan monétaire. Du coup, il faut dire que ces coups d'État qui se sont multipliés jusqu'à aujourd'hui, nous allons voir que depuis 2020, comme vous l'avez si bien dit, les coups d'État ont fait face à une sorte d'intensification, de multiplication, sinon de multitudes de coups d'État, surtout sur le plan régional, pour parler de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à tout moment, quand il y a une situation comme ça, il faut aller voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et donc, les années 80, les années 60 d'abord, ce sont des dirigeants qui aspiraient vraiment à une indépendance, qui pensaient vraiment que l'indépendance qu'on était en train de prendre est une indépendance vraie. Et donc, on voulait vraiment mener une configuration interne vraie, voilà, et en toute souveraineté. Et donc, à quelque part, d'autres ont été menacés, qui ont cédé. Ceux qui n'ont pas cédé ont été tout simplement délosés. Et donc, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système, qui est contrôlé à quelque part. Et donc, les réalités sont connues aujourd'hui avec le cas de l'AES, où le camarade capitaine Ibrahim Traoré a fait une révélation qui n'a pas eu de contradiction quelque part. Il a dit que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara fait partie des premiers dirigeants qui l'ont appelé. Et quand ils l'ont appelé, ils ont dit qu'il y a des conditions à respecter, voilà, pour ne pas être si perturbé. Et donc, il a répondu tout simplement pour dire que non. Et ils sont venus au pouvoir parce qu'il y a un système qui est là, il y a une façon de fonctionner.
qui n'a pas marché et ils sont venus pour corriger cette façon de fonctionner. Donc, ils ne sont pas venus pour suivre une manière de faire qui existait déjà. Donc, si c'était pour ça qu'ils sont venus, ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient faire un coup d'État pour venir continuer la même chose. Et donc, pour aller un peu plus loin, il a même dit que le président Alassane Dramane Ouattara a envoyé le ministre de la Défense, qui est son frère, Tene Birema Ouattara, à plusieurs reprises les voix en secret, toujours dans la même logique de négociation, pour qu'ils puissent suivre leur logique, pour vous dire un peu ce qui se cache derrière les coups d'État. À quelque part, les coups d'État sont organisés souvent par ceux qui veulent maintenir l'ordre ancien et souvent par des gens qui sont révoltés contre une situation qu'ils n'arrivent plus à supporter. Et donc, on a vu également lorsque au Mali, et les Maliens ont fait leur coup d'État avec le premier coup d'État de Assimi Goïta avec ses camarades. Et donc, il y a eu une rencontre, un sommet de la CEDEAO où Alassane Dramane Ouattara voulait catégoriquement Réseau internet de notre camarade Boukari Ouedraogo du côté du Burkina Faso, mais on va encore une fois de plus mettre le sujet sur le tapis. Aujourd'hui, on parle bien évidemment des coups d'État du côté de l'Afrique de l'Ouest, une pratique de prise de pouvoir par la force qui se fait aujourd'hui de plus en plus ressentir. Voilà, depuis 2020, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de plusieurs nombres de coups d'État, notamment du côté du Mali, avec la prise de pouvoir Assimi Goïta. Du côté du Burkina Faso, on a connu deux coups d'État qui ont donné lieu aujourd'hui à la présidence du président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Du côté du Niger, on a Abdourahmane Tiani aujourd'hui, voilà le nouveau acteur du coup d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la Guinée-Bissau, une nouvelle qui est tombée quelques jours après le double scrutin présidentiel et les législatives qui ont tenu place de ce côté-là. Alors on va rentrer du côté de la région pour voir si la connexion internet de notre camarade Boukari Ouedraogo a été rétablie. Monsieur Boukari Ouedraogo, est-ce que vous êtes là? Monsieur Boukari Ouedraogo a eu un problème d'internet. On va se tourner vers la régie pour avoir quelques images et continuer de placer le sujet en attendant bien évidemment que notre confrère arrive sur place, comme on le disait encore en Guinée-Bissau il y a quelques heures après le scrutin. Voilà, des coups de feu ont été entendus le mercredi 26 novembre 2025 en milieu de journée près du palais présidentiel. Voilà, un groupe d'officiers nommé le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre dit a déclaré avoir pris le contrôle du pays jusqu'à un nouvel ordre et a décidé de fermer les différentes frontières. L'ancien président Umaru Sissoko Embalo a confirmé avoir été arrêté et renversé. Une prise de pouvoir qui intervient voilà, à la veille des résultats de la présidentielle et des législatives en double scrutin qui s'est tenu le dimanche 23 novembre dernier du côté de la Guinée-Bissau. En effet, comme on le disait en entame de jeu, un groupe d'officiers a décidé de prendre le pays sous le commandement du Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre, ce qui a été affirmé par la direction du pays jusqu'à nouvel ordre dans une déclaration lue au siège de l'état-major des forces armées par la direction, par le général Denis Kana, chef de la maison militaire de la présidence. Les militaires, eux, ils ont annoncé deux mesures: la suspension du processus électoral en cours, c'est-à-dire la suspension des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu, et ce qui implique, voilà, bien évidemment, l'annulation des différents résultats qui devaient être déployés et même annoncés à la population, et de fait, la suspension des programmes des médias, le général
justifier l'acte pour, selon lui, garantir la sécurité au niveau national et également rétablir l'ordre de la souveraineté du pays, évoquant en effet la découverte par les renseignements généraux d'un plan de déstabilisation du pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue. Les renseignements généraux, quant à eux, ont confirmé l'introduction d'armes dans le pays pour changer l'ordre constitutionnel. Nous appelons la régie notamment à nous faire passer à l'antenne quelques images concernant cette thématique d'actualité. Selon les officiers, voilà l'exercice du pouvoir. La découverte par les renseignements généraux d'un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barreaux nationaux de la drogue. L'activité intense menée par des trafiquants de drogue notoires qui, profitant du processus électoral, le président Umaru Sissoco a finalement confirmé avoir été arrêté. Il a été conduit cette fois-ci dans un autre pays. Il a déclaré en ces faits: j'ai bien été renversé, je ne peux pas trop parler car sinon ils vont me confisquer mon téléphone. Je suis actuellement à l'état-major. Plus tôt dans la journée, c'est le journal Jeune Afrique qui rapportait avoir été contacté directement par Umaru Sissoco Embolo pour leur donner les dernières informations. Il affirmait que son ministre de l'Intérieur, Botché Kandé, avait également été mis aux arrêts, ainsi que les plus hauts responsables militaires. Le chef d'état-major général des armées et son adjoint, les généraux Biangé Nathan et Mahamadou Touré. Selon Jeune Afrique, le président Embalo assurait ne pas avoir subi de violence et accusait le chef d'état-major de l'armée de terre d'être l'auteur de ce renversement. La confusion s'est donc installée dès mercredi dernier après que des coups de feu aient été entendus près du palais présidentiel. Les commerces ont fermé précipitamment et ceux qui n'ont pas pu réussir à rentrer chez eux se sont réfugiés dans les endroits publics encore ouverts. À la tombée de la nuit, la ville est restée calme, mais d'un calme lourd. Les militaires contrôlaient presque tous les principaux actes, et notamment autour du palais présidentiel et de la Commission nationale des élections qui, elle, est restée encerclée toute la journée. A lui également été arrêté. Quant à la situation de Fernando Diaz da Costa, le candidat de la coalition d'opposition à la présidentielle, elle n'était pas connue dans la soirée de mercredi après que des hommes armés ont fait éruption à son siège de campagne où il tenait une réunion avec Domingo Simón Pereira. Ces éléments surviennent après les élections présidentielles et législatives, le double scrutin du 23 novembre 2025. Alors que les résultats officiels étaient attendus le 27 novembre, Umaru Sissoco Embolo et son concurrent Fernando Diaz da Costa auraient tous deux revendiqué la victoire dès mardi, ce qui a créé une confusion totale dans la vie politique du pays. La Commission nationale des élections a été attaquée par des hommes armés non identifiés mercredi, ce qu'a indiqué l'agence de presse AFP, un responsable de la communication de la commission. Alors les rues ont été barricadées, l'ambiance était très morose du côté de la Bissau et les voies barricadées et sans circulation. Les militaires étaient présents partout, à quasiment chaque coin de la rue, ce qui a été rapporté par de nombreuses personnes du côté de la Guinée-Bissau. Alors on va se retourner encore vers la technique pour savoir si nos différents intervenants sont-ils déjà sur place. Alors, le numéro est affiché en bas de votre écran. Si vous voulez participer notamment à cet entretien, vous avez la possibilité d'appeler en direct et surtout de pouvoir faire savoir votre point de vue en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, qui est de savoir est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, plus précisément du côté de la CEDEAO, les coups d'État sont-ils devenus la norme? On revient après cette page publicitaire. Plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barreaux nationaux de la drogue.
L'activité intense menée par des trafiquants de drogue notoires qui, profitant du processus électoral, ont cherché par tous les moyens à infiltrer, manipuler et finalement s'emparer de la démocratie de la Guinée-Bissau. La justification des militaires, sans plus de précision, interroge, tout autant que le profil du nouvel homme fort du pays. Jusqu'alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Hortandam est à ce titre considéré comme un proche du président sortant, Umaro Sissoko Embalo, renversé ce mercredi et depuis détenu par les militaires qui sont désormais au pouvoir. Certains y voient même une manœuvre. Fernando Dias, le principal candidat de l'opposition, qui revendique la victoire à la présidentielle face à Umaro Sissoko Embalo, dit être actuellement caché, mais en sécurité. Il dénonce un faux coup d'État, orchestré selon lui par Embalo lui-même, pour empêcher. Au siège de l'état-major, la cérémonie fut courte et sans grande pompe, comme une simple formalité. Le général Hortandam De retour sur ce plateau après une brève interruption, notre correspondant du côté du Burkina Faso, Nianou Jonathan Niblé, est à présent parmi nous aujourd'hui. Monsieur Jonathan, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média. Merci à vous et merci pour la parole donnée. Et ma salutation à l'endroit de toute l'équipe d'Africa Media, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. On était réellement confrontés à un petit souci de délestage et par la grâce de Dieu et sur le contrôle des membres des ancêtres, et tout s'est bien rétabli. Donc, merci à vous. Et c'est un réel plaisir pour moi de prendre part à ce festin intellectuel concernant le coup d'État dans la zone de la CEDEAO. Et pour nous, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui n'est rien d'autre que Recording in progress. N'est rien d'autre que l'échec de la naissance de la démocratie dans nos différentes... Et aussi le mensonge autour duquel la CEDEAO s'est construite. Parce que les dirigeants de la CEDEAO prétendent lutter efficacement contre le coup d'État au niveau de la zone de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, le coup d'État qui s'est déroulé en Guinée-Bissau vient encore une fois de plus mettre à nu le giga mensonge mis en place par la CEDEAO. Pourquoi nous le disons? Parce que quand vous prenez la CEDEAO, cette institution sous-régionale est une institution aujourd'hui qui est financée à plus de 70% par l'Union européenne. À partir de là, il y a déjà un problème qui se pose. Il s'agit du problème de la souveraineté économique. Donc, à partir du moment où cette institution sous-régionale est financée par nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui, il est sûr et certain que ce sont ces derniers qui dicteront les différentes lois, parce que la main qui donne, c'est la main qui aura toujours la hauteur par rapport à celle qui reçoit. Donc aujourd'hui, il faut le dire, le coup d'État au niveau de la Guinée-Bissau vient encore réconforter la position des peuples de l'AES ainsi que de leurs dirigeants qui ont décidé de prendre leur destin en main et de se construire un destin qui sera profitable pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Parce que nous estimons qu'il y a des coups d'État impérialistes, mais aussi il y a des coups d'État salvateurs, il y a des coups d'État souverainistes. Et au niveau des pays de l'AES, ce que nous vivons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui des coups d'État souverainistes parce que ce sont nos dirigeants qui ont décidé de se lever et voir dans quelle mesure ils doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir le droit de dire, nos différents pays étaient confrontés à des difficultés énormes à travers le système plutocratique démocratique que nous vivons dans nos différents pays. Or,
Et vous n'êtes pas sans savoir que cette démocratie n'est rien d'autre que la protection des intérêts géostratégiques de l'Occident. Parce que ce sont eux qui détiennent le parti au pouvoir et qui détiennent en même temps les partis de l'opposition. Ce sont les mêmes bailleurs qui financent les partis au pouvoir et ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui financent les partis d'opposition. Donc, lorsque vous avez des dirigeants qui arrivent au pouvoir, automatiquement, ces dirigeants n'arrivent plus à décider parce que ces derniers ont la main liée à travers les campagnes électorales. Donc, du coup, ils sont obligés de prendre en otage les différentes ressources stratégiques de nos différents pays qui devraient contribuer au développement des vies des concitoyens. Cela est confisqué aux mains de quelques individus qui braquent toute la richesse de nos pays et qui laissent les masses populaires dans une pauvreté extrême. Et c'est ce que nous vivons avec la démocratie arithmétique, c'est ce que nous vivons avec la démocratie occidentale. Raison pourquoi, ici au Sahel, nous estimons que la démocratie doit être repensée, la démocratie doit être revue. Parce que cette démocratie n'est pas l'émanation de la réflexion des peuples africains. C'est de cela qu'il s'agit. Donc pour nous, nous pouvons réellement affirmer et réaffirmer que ce qui est arrivé en Guinée-Bissau vient mettre à nu le mensonge entretenu depuis lurette par les dirigeants de la CEDEAO. Parce que jusque-là, nous n'avons pas eu des sanctions extrêmes. Permettez-nous d'avoir cet appel qui vient d'arriver d'un de nos confrères à la maison. Allô, bonsoir monsieur et bienvenue sur les antennes d'Afrique Média. D'accord, bienvenue sur les antennes d'Afrique Média. Sans doute un problème de connexion. On va revenir vers vous, monsieur Nyanyou Niblé, Jonathan. Pouvez-vous poursuivre? Voilà, aujourd'hui, on remet encore le sujet sur le tapis. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, qui est victime, qui est le théâtre d'un coup d'État, se range voilà, derrière les nombreux coups d'État que l'Afrique de l'Ouest, dans son grand ensemble, a déjà connu depuis 2020, 5 années. Voilà, de nombreux pays ont fait face à de nombreux coups d'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des coups d'État qui sont à la solde des forces impérialistes et des coups d'État qui sont véritablement pour le bien-être de la nation, si on compare un peu ce que vous avez dit par avant. Monsieur Nyanyou Niblé, Jonathan, est-ce que vous êtes là? D'abord même, oui, d'abord même, absolument, quand tu prends la généalogie des coups d'État, les premiers coups d'État que nous avons observés au soir des indépendances étaient des coups d'État impérialistes, étaient des coups d'État montés de toutes pièces par l'Occident afin de bouder tous les dirigeants politiques africains qui ne s'inscrivaient pas dans l'ordre politique voulu par l'Occident. C'est à un certain moment que les peuples africains ont essayé de contextualiser les coups d'État et nous avons eu parfois nous avons eu des coups d'État souverainistes, des coups d'État salvateurs. À titre d'exemple, le coup d'État au Mali, le coup d'État au Burkina Faso, le coup d'État au Niger, ce sont des coups d'État salvateurs. Donc pour nous, aujourd'hui, ce qui s'est déroulé en Guinée-Bissau, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation directe de l'impérialisme occidental. Ça, il faut que nous le sachions. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en pleine campagne électorale, en pleine délibération des résultats des urnes arrêtées par ces forces de défense et de sécurité. Et plus d'une journée après, ce dirigeant quitte le pays sans aucune inquiétude pour se réfugier dans un autre pays voisin. Au même moment, le média qui donne l'information directe de la mise en œuvre de cette scène chorégraphique que moi j'appelle, c'est automatiquement Jeune Afrique. Or, nous connaissons tous le rôle du communiqué mensonger que Jeune Afrique
met en œuvre vis-à-vis des pays souverainistes tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, lorsqu'on prend ensemble tous les faits qui ont contribué à la mise en œuvre de ce coup d'État, nous finissons réellement par nous convaincre, sans aucune inquiétude, que le coup d'État en Guinée-Bissau est un coup d'État de l'impérialisme. Parce qu'il y a des intérêts géostratégiques en Guinée-Bissau qu'il faut protéger. Il y a des intérêts d'un certain nombre d'acteurs qui n'arrivent plus à compétir dans le chéquier des grandes nations. Parce que ce qu'il faut savoir, quand vous prenez une nation comme la France aujourd'hui travaille pour garder dans son giron ses anciens pays colonisés à travers ces différentes entreprises qui se trouvent dans ces pays. Parce que aujourd'hui, la France se retrouve avec des pays innovateurs au plan économique, au plan technologique, au plan financier. Donc, du coup, ces entreprises n'arrivent plus à compétir dans ces différents, vis-à-vis de ces nouvelles puissances émergentes qui sont en train de prendre une place importante au niveau de l'Afrique. Alors, on va se tourner du côté de la régie pour savoir si notre deuxième invité, M. Boukari Ouedraogo, est déjà sur place pour lui poser exactement la même question qu'on a posée à notre confrère, hein, M. Nianou Niblé Jonathan. Est-ce que M. Boukari Ouedraogo qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de travailler pour... Allez-y, M. Nianou Niblé Jonathan. Vous avez eu un problème de réseau. Nianou Niblé est-il là? Il a un problème de réseau une fois de plus. On va se tourner du côté de M. Boukari Ouedraogo pour parler cette fois-ci de deux typologies de coups d'État. On va le dire ainsi. On a d'un côté les coups d'État qui sont faits pour le bien de la nation, le bien du pays. Si on en croit le développement de M. Nianou Niblé Jonathan, il y a deux typologies de coups d'État. Une typologie qui est pour le bien et la souveraineté du pays, notamment le cas du Burkina Faso, le cas du Mali et le cas du Niger. Pardon. Et d'un autre côté, on a celui qui cherche juste à remplacer le dirigeant tout en gardant la forme qui a toujours et qui demeure. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qui dit qu'il y a deux typologies de coups d'État? L'un qui est véritablement pour la nation et de l'autre côté qui est juste pour changer la personne à la tête de l'État, mais qui dans le fond reste véritablement la même main invisible d'une puissance occidentale et impérialiste qui veut garder le pouvoir sur le pays dit en question. Monsieur Effectivement, effectivement, les coups d'État, et tout coup d'État, de plus souvent, lorsqu'on évoque un fait qui est à la base, sinon une raison qui nous amène à faire le coup d'État, alors souvent aussi, il y a d'autres choses qui se cachent derrière qu'on ne peut pas dire. Il y a souvent des raisons qu'on ne peut pas avouer. Et donc, nous prenons comme exemple le coup d'État contre Sylvanus Olympio. Je pense que ceux qui ont fait le coup d'État contre lui n'ont pas dit que Sylvanus Olympio voulait en tout cas quitter le CFA, c'est pourquoi ils l'ont délosé. Mais ils ont utilisé d'autres raisons, voilà, les actes. Mais en réalité, on découvre qu'il y avait une main invisible qui est tout simplement ceux qui profitent du crime économique qu'impose au peuple africain ce système monétaire franc CFA. Et donc, on va dire où est notre coup d'État. Nous allons parler également du camarade Thomas Isidore Sankara au Burkina Faso. Et c'est un coup d'État qui est venu après que ce monsieur ait été
emprisonné. Et donc, un emprisonnement qui a fait révolter également le peuple. Et donc, suite à une manifestation intense, à quelque part, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a eu un accord qui finalement a mené le président Maurice Yamporo, qui est encore vivant, à quitter le pouvoir et à céder la place à Thomas Sankara sous la pression. Après la pression populaire, il y avait l'armée qui s'organisait pour agir. Et donc, il était obligé de démissionner. Mais l'impérialisme, voyant que Thomas Sankara n'est pas venu pour faire leur affaire, ils ont continué la communication pour appuyer le côté coup d'État, alors qu'à quelque part, on pouvait parler de la démission du président et non d'un coup d'État que Thomas Sankara a organisé, puisque Thomas Sankara était en prison lorsque le président a démissionné. Mais il a dit que le président était allé le voir pour discuter avec lui, parce qu'il ne pouvait plus diriger. Thomas Sankara a dénoncé la façon de diriger, et c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé en prison. Et bref, ce qui veut dire qu'en réalité, étant donné que les impérialistes ont toujours besoin d'une marge de manœuvre sur nos sols pour pouvoir piller un certain nombre de richesses et pouvoir maintenir une certaine influence qui les bénéficie sur d'autres plans. Donc, il va se trouver à quelque part que la volonté d'avoir notre liberté, notre souveraineté nationale, va amener certaines personnes à agir sans être organisées, sinon sans être en connivence avec l'impérialisme. Mais à quelque part, l'impérialisme aussi travaille pour avoir aussi ses hommes à tout moment pour essayer de revenir. Et donc, cette version est une réalité. Et lorsque beaucoup de faits le disent, quand on lit un peu l'œuvre comme les grandes affaires de la Ve République, on voit tant de crimes qu'on ne peut pas citer des autorités françaises depuis la Ve République, de Giscard d'Estaing jusqu'à Nicolas Sarkozy, voilà, et qui continue jusqu'à aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et donc, il y a la question de la mainmise des puissances impérialistes. Voilà, il y a aussi les coups d'État souverainistes. Et donc, pour finir, je vais évoquer par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un cas de manipulation, parce qu'il faut le dire clairement, à quelque part, il y a des éléments qui provoquent le coup d'État, la mauvaise gestion du pouvoir qui cause souvent la misère, qui met le peuple en pression, qui souvent se révolte. Et donc, il y a aussi la manipulation des armées. Et donc, c'est le cas même que je peux vraiment, selon moi, qui s'est passé depuis les années 80, des années 99 à 2000, qui a débouché, qui a occasionné cette rébellion de 10 ans et qui a emporté des milliers de vies en Côte d'Ivoire. Pour dire, par exemple, nous avons observé, je ne vais pas aller plus loin pour dire comment Alassane Dramane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, mais nous avons observé pour plusieurs raisons le président Henri Konan Bédié, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui a refusé à plusieurs reprises la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, et après même un bras de fer stratégique qui a permis à Bédié de prendre le pouvoir face à une volonté de Ouattara de diriger le pays juste après la mort Houphouët-Boigny, qui est le premier dirigeant du pays. Et donc, après cela, Bédié a tout fait pour essayer de recaler Alassane Dramane Ouattara. Mais en 1999, il y a eu un coup d'État qui a été mené par Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, avec ses camarades comme Guerasouba Oumar, qui ont pris le pouvoir et qui l'ont confié au général Robert Gueye.
voilà, je vais essayer de revenir un peu sur cette histoire pour qu'on essaie de voir un peu comment souvent aussi des militaires sont manipulés par des hommes politiques en connivence avec d'autres personnes, comme, comme on peut le dire, la main invisible aussi à quelque part des puissances étrangères. Et donc, Ibrahim Koulibaly, qui, après avoir pris le pouvoir, qui croyait à la bonne volonté du général Robert Guèye, qui est considéré comme l'un de leurs grands frères, ils ont décidé de lui confier le pouvoir pour qu'il gère la transition, pour qu'au moins la candidature d'Alassane Dramane Ouattara puisse passer pour les élections prochaines. Mais qui est tout de suite là, qui a dévié et qui a eu son propre projet et qui a refusé de suivre la logique avec laquelle ceux-là voulaient évoluer, et qui a envoyé Ibrahim Koulibaly hors du pays et qui, après une tentative même de correction des camarades de Koulibaly, qui a échoué, il a envoyé certains d'entre eux en prison. Et donc, après cela, Ibrahim Koulibaly s'est retrouvé, il a quitté son poste, voilà, pour se retrouver au Burkina Faso. Et pendant ce temps, comment on dirait, Robert Guèye et Laurent Gbagbo, j'étais en bras de fer politique où Laurent Gbagbo a réussi à prendre le pouvoir au mains de Robert Guèye. Et Ibrahim Koulibaly n'est pas rentré au pays malgré que Gbagbo est arrivé au pouvoir. Maintenant, il faut se poser la question. C'est Guèye qui a arrêté ses camarades. Et après que lui, il ait fait un coup d'État qui a permis à Guèye de devenir président. Guèye est tombé, Gbagbo est maintenant président. Mais Ibrahim Koulibaly, qui a quitté son poste, je pense qu'il était un adjoint dans une ambassade quelque part. Et donc, il a rejoint le Burkina, mais il ne rejoint pas la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de là qu'il a préparé maintenant un autre coup d'État qui va échouer, qui va déboucher à une rébellion de 99 à 2011, qui a emporté des vies. Et aujourd'hui, c'est lorsque celui-là même qu'il se battait, il faut dire pour certains, plusieurs analystes trouvent que c'était à quelque part dans l'ombre, c'était Ouattara, voilà, soutenu par la France, avec la solidarité de Blaise Compaoré, un autre valet local qui a stoppé la révolution de Thomas Sankara au Burkina Faso, qui a fait pleurer des milliers, pour ne pas dire des millions d'Africains à travers le monde, qui étaient derrière les interventions d'Ibrahim Koulibaly. Mais lorsque Ouattara arrive au pouvoir, c'est lorsque Ouattara a pris le pouvoir et qu'on a délogé Laurent Gbagbo que Ibrahim Koulibaly a été assassiné à Abidjan. On ne va pas aller fouiller pour voir les raisons, mais tout de suite, on pense qu'il faut stopper certaines menaces qu'on ne peut pas contrôler, et c'est une autre réalité. Et donc, on va se poser la question maintenant, quel était l'objectif personnel d'Ibrahim Traoré à mener toutes ces interventions contre la démocratie entre griffes en Côte d'Ivoire, qui finalement se retrouve à prendre des balles, venant même de ceux-là même qui l'ont, à quelque part, selon ce qu'on a observé et ce qu'on peut tirer comme conclusion. On pense que voilà, il devrait à quelque part être, puisqu'il a dirigé la rébellion au départ, et à la fin, la rébellion gagne. Et puis, celui qui était soutenu par la rébellion prend le pouvoir et lui, il meurt. Voici, il n'y a pas de nos armées, et aussi, à quelque part, l'intervention des puissances étrangères et à quelque part la complicité de certains hommes politiques. Monsieur Boukari Ouédraogo, Monsieur Boukari Ouédraogo, permettez-nous de prendre cet appel qui nous vient tout droit de la Guinée-Bissau. Alors, bonsoir monsieur et bienvenue sur les antennes d'Afrique Média. Alors, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, tout va bien, alhamdoulilah. D'accord, vous avez la parole, monsieur. Même fois, il faut que vous m'excusez.
Je parle le portugais. Vous pouvez parler en français? Vous pouvez vous exprimer en français? Ok. Merci. Problème, on est plutôt président que on n'est pas fait coup de taille. Il y a beaucoup de problèmes à Guinée. Autre problème, c'est pas problème personne, c'est le problème avec le coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui, c'est coup d'État sur coup d'État. On est coup d'État. On est Jean-Bernard Villa. Même en ce moment, Kumba Yal, on n'est pas fait coup d'État. Il y a un président qu'on n'a pas fait coup d'État. C'est un peu de Bissau. Les gens, mais Monsieur, je pense que vous avez un problème. Vous avez véritablement un problème d'Internet. On ne vous entend pas très bien ici à la télévision. Donc, on va devoir malheureusement écourter l'appel. Peut-être que vous devez vous rapprocher d'une bonne borne à Internet pour que nous puissions avoir une communication fluide. Cela parce que votre appel est momentanément coupé. Du coup, on n'arrive pas à saisir la quintessence même du message que vous essayez de passer. Mais du coup, on va revenir à vous sans doute tout au long de cette édition. Permettez-nous par contre d'avoir les avis des personnes, des analystes sur le plateau. Je ne sais pas, Monsieur Nyanyou Niblé, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Alors, un coup d'État qui a éclaté du côté de la Guinée-Bissau, mais on est surpris, hein, voilà, que l'ancien président Umaru Sissoco Embalo est sorti du pays. On est surpris aussi que son rival, voilà, que l'opposant principal est également sorti. L'ancien président Umaru Sissoco Embalo est du côté de Brazzaville, tandis que l'opposant Fernando Diaz, pardon, est du côté du Nigeria. Est-ce que aujourd'hui ces déplacements qui se sont faits de manière assez rapide peuvent-ils véritablement donner une certaine légitimité à ce coup d'État quand on sait voilà que d'autres côtés il n'est pas facile pour les opposants voilà de sortir du pays, mais on se rend compte que voilà quelques jours après cette opération politique les principaux acteurs ne sont plus au pays. Comment ils ont fait pour sortir? Qui leur a véritablement donné la voix? C'est ce que nous voulons savoir avec vous présentement. Ok, et merci une fois de plus de me relancer pour cette thématique aussi brûlante qui relève d'une question très majeure pour le débat du Sénégal à Brazzaville et de la Guinée-Bissau au Nigeria, et qu'aujourd'hui nous devrons d'abord nous poser la question de savoir qui sont les bras financiers de la ligne électorale qui s'est déroulée la semaine surpassée en Guinée-Bissau. Ceux-là même qui ont financé les élections présidentielles en Guinée-Bissau sont ceux-là même qui ont décidé de la mise en œuvre de ce coup d'État. Parce que ce qu'il faut savoir, vous avez un pays qui est réellement très pauvre et ce qui n'est pas à démontrer. Vous avez eu plusieurs fois le président de la Guinée-Bissau, Embalo Sissoko, qui est allé sur le plateau de France 24 pour aller justifier ce dont pourquoi il est venu se faire soigner en France. Donc pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la Guinée-Bissau, il s'agit d'Embalo Sissoko, ce dernier est un maillon fort de la France au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Or, lorsqu'on regarde le contenu des urnes, ils se sont rendus compte que ce dernier n'avait pas gagné les élections et que cela pouvait conduire à la mise en œuvre d'un événement
qui serait incontrôlable. Donc, le coup d'État est venu en quelque sorte anticiper sur des événements qui pouvaient peut-être jouer contre la politique publique mise en place par l'Occident et ses petits savants locaux. D'où l'illégitimité du coup d'État. Et encore, ce qu'il faut savoir, quand vous prenez par exemple le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, la France a deux pivots. Les deux pivots de la France sont notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et cela s'est mis en œuvre depuis les indépendances. Pour tout Africain qui a une conscience historique, c'est véritablement de quoi je parle. Or, lorsque le coup d'État a eu lieu, le premier pays dans lequel le président Bissau-Guinéen s'est rendu était notamment le Sénégal, qui est un pays qui est le prolongement par continuité de la politique française en Afrique de l'Ouest. Et lorsque ce dernier a quitté le Sénégal, après les critiques virulentes du premier ministre sénégalais vis-à-vis du président Bassirou Diomaye Faye, ce dernier s'est réfugié dans l'un des temples de l'Afrique centrale et de l'impérialisme français. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Et personne ici, par exemple, ne peut, par exemple, moi, me convaincre que la Guinée et le Congo-Brazzaville n'est pas un prolongement par continuité de la politique française en Afrique. Pensez-vous que un dirigeant de l'AES peut se réfugier au Congo-Brazzaville ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire si ce dernier n'est pas en connivence avec la France? Pour le cas de l'opposant aujourd'hui, lui-même, était obligé de se réfugier parce que ceux-là même qui ont pris le pouvoir ne vont pas lui faire, ne vont pas lui faire des faveurs. Je ne dis pas que le dirigeant lui-même, il est sans aucune crainte. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Nyayouni Blé. Effectivement. Donc, pour nous aujourd'hui, Nous vous écoutons, monsieur Nyayouni Blé. l'opposant aujourd'hui s'est réfugié. Il s'est réfugié au Nigeria parce que ce dernier n'a pas le choix. Il est obligé de partir parce que ce dont pourquoi il s'attendait a été mis en nu, ce dont pourquoi il s'attendait a été mis dans la poubelle. Donc ce dernier est obligé de se réfugier. Maintenant, essayons maintenant de regarder le comportement de ceux-là qui ont pris le pouvoir. Quelles est jusque-là les actions progressistes, dynamiques, souverainistes qui ont été mises en œuvre à travers des décisions? Rien du tout. C'est donc pourquoi nous disons que les dirigeants politiques occidentaux, vis-à-vis de la connivence dont ils ont avec les Occidentaux, pour dire quoi? Que la démocratie aujourd'hui est une poudre aux yeux. Et je le dis et je le répète, la démocratie aujourd'hui est faite pour les illettrés du 21e siècle. Parce que l'un des pères même de la fondation même de la démocratie, il s'agit de Rousseau, dans son livre 3, chapitre 4, Contrat social. Ce dernier dit quoi? Que la démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais. Il faut que nous, les Africains, nous comprenions cela. La démocratie en Afrique, c'est la protection des intérêts géostratégiques de l'Occident. Et tant que la France verra ses intérêts menacés, même après un processus électoral, ils feront des coups d'État. Et c'est ce que nous avons vécu en Guinée et en Guinée-Bissau. Donc pour nous, ça vient nous réconforter lorsqu'on dit que la démocratie est de la poudre aux yeux. La démocratie est faite pour les illettrés du 21e siècle. C'est de cela qu'il s'agit. Alors,
C'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro d'appel sur le continent après moult soucis techniques. Voilà, nous allons mettre un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous remercions déjà, vous les intervenants, d'avoir accepté notre invitation en cette soirée. Monsieur Boukari Ouedraogo, merci d'être passé sur les antennes de la télévision panafricaine. Merci à vous, Jérôme Didian, pour l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs qui font l'effort de nous suivre, chose qui nous encourage à être là chaque jour. Merci également à la cabine technique. Je vous remercie. Nous allons dire merci également à M. Jonathan Nyanyou Niblé qui, malgré les différentes difficultés auxquelles il a fait face avec Internet, a tenu à être des nôtres aujourd'hui. M. Nyanyou Niblé, Jonathan, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Merci à vous, merci encore pour l'occasion à nous accorder. Et merci beaucoup à l'équipe technique et merci à tous les dirigeants d'Africa Media ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci aussi à vous, que les Africains retiennent que l'avenir se prépare dès maintenant. Nous devrons nous équiper intellectuellement pour arracher notre patrimoine qui nous a été arraché. Merci à vous et excellente soirée. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'appel sur le continent. Nous vous invitons à rester scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine. D'ici là, portez-vous bien, bonsoir et rendez-vous demain à la même heure pour le numéro d'appel sur le continent du mercredi.